l'approche du management du capital humain, c'est une vision un peu différente de voir les ressources humaines. C'est une façon de voir les ressources humaines en se posant la question systématique de la création de valeur. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, dans ce que l'on fait pour les ressources humaines? Quelle est la valeur que l'on crée? Et puis comment la crée-t-on? Parmi les sujets qu'on aborde, que j'aborde dans mes interventions, il y a bien évidemment la question du management des talents, qui est un sujet qui a été traité. Et je pense que le mot talent est peut-être un des mots qui a été le plus utilisé dans ces 2 jours. Juste pour situer l'importance du sujet, c'est qu'en fait, il y a 3 leviers de performance économique des organisations. Parce que tout ça, c'est aussi pour les organisations qu'on est ici réunis, hein, les entreprises dans lesquelles on travaille. Le premier levier, c'est la stratégie. Le deuxième, c'est l'innovation. Et le troisième, c'est les ressources humaines. Donc on parle de quelque chose qui est sérieux, qui est un des principaux actifs de l'entreprise. Et donc dans le travail, c'est vrai que je me posais souvent la question de savoir, mais le talent, c'est quoi? Et puis peut-être certains d'entre nous se posaient la question de savoir, est-ce que j'ai du talent? Et puis c'est quoi le talent pour moi, pour les autres? Et jusqu'au jour où je suis tombé sur YouTube sur une vidéo de quelques minutes où en fait Pierre Michel était interviewé et puis intervenait en traitant de l'énigmatique question du talent. Et j'étais en train de préparer ce congrès et je me suis dit que c'était une bonne occasion d'inviter Pierre-Michel Menger pour venir nous parler donc, de cette question énigmatique du talent. Alors, on a préparé cet échange plutôt autour d'un certain nombre de questions. C'est plutôt d'ailleurs Pierre-Michel qui va parler, qui va nous apporter des éléments de réflexion. Juste ça pour se dire qu'on a tous effectivement des compétences, des dons, un certain talent. Mais on va voir que quand on parle de talent, la question, c'est l'échelle de valeur qu'on donne. C'est-à-dire, c'est quel talent par rapport à quoi, par rapport à qui et pour faire quoi dans l'entreprise. On sait très bien que dans les démarches de management des talents dans l'organisation, on parle du management des talents, on parle peu du management du talent. Or, le management du talent de chaque salarié, c'est un levier fondamental de développement économique des organisations. Et on va apporter quelques éléments de réponse qui vont peut-être nous aider à réfléchir sur cette question dans l'entreprise. Alors, la première question, Pierre-Michel, c'était de vous demander comment est-ce que vous qualifiez la notion ou la question de talent? Le talent, normalement, ça doit vouloir dire un peu plus ou autre chose que qualification, compétence, savoir, capital humain. Sinon, ce serait un simple jeu sémantique. Tout le monde connaît, je crois, l'histoire de l'introduction de la notion. C'était le rapport McKinsey de la fin des années 90 qui disait préservez votre bien le plus précieux, c'est-à-dire vos collaborateurs de valeur, et mettez-les à l'abri des débauchages en les manageant plus soigneusement. Mais dans toute cette littérature sur le talent et le management qui a fleuri depuis, la notion, elle est soit pas définie du tout, soit elle est considérée et déclarée floue. Les gens, néanmoins, elle est graduée. Les gens ont quelque chose, ils ont plus ou moins de talent. Donc certains en ont un peu, d'autres en ont beaucoup. Mais ce vocabulaire-là, il reste assez indéfini. Alors allons voir donc comment ce vocabulaire qui nous vient de mondes assez scintillants, les sports, les arts, les sciences, comment ça fonctionne là-dedans? Eh bien voilà la réponse. Le talent, c'est un pur différentiel dans ces mondes-là. C'est-à-dire que c'est ce qui différencie les individus horizontalement, originalité, inventivité, et verticalement, plus chez certains que chez d'autres. Mais on ne connaît pas d'avance les qualités qui font la réussite dans des activités qui sont très concurrentielles. Je vous rappelle que dans ces mondes-là, 20% des gens raflent 80% de la mise, que ce soit de la visibilité, de l'estime, des gratifications monétaires ou non. Si on les connaissait, ces qualités, tout serait pris en charge par le système de formation initiale. Mais en fait, 2 diplômés d'une grande université, d'une grande école, ont des destins qui peuvent être extraordinairement différents. Et même dans certaines activités, la formation initiale, elle n'explique strictement rien. Et c'est, par exemple, l'argument de l'ingénieur chimiste qui devient banquier. Pourquoi ça? Pas du fait de ses compétences, mais du fait de qualités qui sont sous-jacentes et qui ne sont pas immédiatement détectables. Résultat, on fait entrer beaucoup de monde dans ce genre d'activité et on cherche la perle rare et la sélection se fait par les pairs, les professionnels, les publics, sur des épreuves répétées de comparaison et de compétition. C'est comme ça qu'on fait de la cotation différentielle. Sinon, vous ne comprenez pas pourquoi on publie 700 romans à la rentrée et qu'il y a un prix Goncourt, un prix Renaudot ou un prix Nobel. Mais c'est ensuite que des carrières peuvent évidemment se construire, mais avec un profil assez incertain. Évidemment, on peut énumérer toutes sortes de qualités qui sont nécessaires, des compétences, de l'imagination, de la persévérance, de la résilience, l'ouverture aux autres, l'aptitude à la prise de risque.
Bref, une sorte de mélange de savoir, de dispositions cognitives, émotionnelles, psychologiques. Mais on ne connaît pas le bon dosage. Les tests, on les multiplie, comme pour la pierre philosophale. Chacun cherche le secret pour transformer le plomb en or. Mais heureusement qu'on ne le connaît pas. Sinon, les individus ne tenteraient pas leur chance hors du déterminisme social et scolaire. Voilà un peu l'introduction au sujet. Donc, à quoi est-ce qu'on peut faire remonter le talent pour essayer de le détecter? Le talent, disons dans sa version démocratique, c'est de dire les individus, ils sont plus grands que ce qu'ils mettent en œuvre dans une formation ou dans un travail qui est défini de manière très stricte par une grille de qualification ou de compétences. Ils ont évidemment des compétences, des skills, mais ils ont aussi des abilities, des aptitudes, ou ce qu'on peut appeler des métacompétences, c'est-à-dire ils ont la capacité d'acquérir des compétences nouvelles. Et ils sollicitent évidemment pour ça le pouvoir formateur de leur travail et d'un bon environnement de travail pour découvrir ces aptitudes et les développer. Une façon de résumer la chose, c'est de dire la distribution des dosages des qualités individuelles, elle est inconnue. Donc des épreuves de comparaison révèlent bien quelque chose. Quelqu'un peut être meilleur qu'un autre, mais de combien au juste, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Simplement, une fois qu'on l'a détecté, on va le ou la mettre, cette personne, sur la voie rapide et il ou elle va être mis au contact d'équipes ou de situations de travail qui accélèrent cette acquisition de capital humain et qui augmentent en quelque sorte le taux de conversion des aptitudes en acquis de compétences. Bref, avec des différences même minimes entre des individus, on extrait des écarts qui peuvent devenir énormes. Alors là-dedans, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on ne connaît pas la distribution sous-jacente du dosage des qualités. Il y a une mauvaise nouvelle, c'est que la dynamique de comparaison et de compétition, elle peut amplifier énormément des différences, même minimes. Et donc parler de talent, c'est aussi affronter le problème des inégalités et de leur amplification et aussi de leur légitimité. Il faut observer ceci. On a une tolérance beaucoup plus élevée pour les inégalités professionnelles dans les arts et dans les sciences que dans le monde de l'entreprise. Je vous laisse réfléchir pourquoi. Et on peut donner une conclusion tonique, c'est la compétition fondée sur de justes évaluations, ça ne marche pas sans coopération, ni sans management efficace. Vous ne découvrez pas vos qualités si votre environnement de travail n'est pas stimulant et coopératif, et si votre travail n'est pas bien managé. Sinon, on ne pourrait même pas admirer ceux qui ont plus de talent que vous. Je pense qu'après cette deuxième intervention de Pierre-Michel, vous comprendrez quelle difficulté j'ai eu à essayer de trouver les questions que je vais pouvoir lui poser en 15 minutes. Parce qu'en fait, dans ces quelques phrases, il y a tellement de mots et de points importants à soulever et à suivre. On parle de collaboratif, on parle de coopération, on parle évidemment de la place du management dans l'entreprise. Je voudrais juste peut-être donner un élément complémentaire dans les interventions chez mes clients, on parle beaucoup de compétences. Et si on regarde les définitions qui existent de c'est quoi être compétent, on trouve beaucoup d'explications et beaucoup de définitions. J'en ai une que je trouve intéressante parce qu'elle est simple et tout à fait efficace. C'est être compétent dans l'entreprise ou ailleurs d'ailleurs, c'est être capable de résoudre des situations problématiques que l'on rencontre. Point. Alors évidemment, après, effectivement, c'est l'association de connaissances, d'expériences, de comportements ad hoc et de talents et d'autres choses qui vont faire et qui vont nous aider à révéler toute notre capacité de performance. Et justement, je voudrais revenir sur cette notion de compétence et comparaison avec ce que vous avez cité tout à l'heure, la question de la métacompétence, le talent étant une métacompétence. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour qu'on voit comment l'intégrer dans notre processus d'identification des talents ? C'est là qu'il faut distinguer les métiers. On ne va pas égaliser tout. Il y a beaucoup de métiers et d'activités qui ne sollicitent pas plus en fait, que des compétences et de la motivation, de l'engagement, comme vous voulez. Mais donc il faut les compétences requises et la distribution de ces compétences, elle est en termes statistiques à peu près normale. Tout le monde se situe en gros autour de la moyenne. Il faut bien faire son travail, ça vaut mieux. Il faut éviter aussi les performances catastrophiques. Mais la valeur, par exemple, d'un enseignant génial
ne dépasse pas les murs de son organisation, de son école. En revanche, il y a des activités, et c'est là que le vocabulaire du talent est tellement présent, il y a des activités où la performance de très bonne qualité, elle multiplie la valeur de l'organisation ou de l'équipe. Par exemple, dans mon monde à moi, un chercheur exceptionnel, il attire des chercheurs de haut niveau, des financements, des contrats, de très bons doctorants. Ce sont donc des perles rares et ils ont plus que des compétences. Ils savent extraire en quelque sorte de leur travail les occasions de se développer, de continuer à être très productifs. Et c'est évidemment là qu'on cherche ces affaires de métacompétences. Après, le problème, c'est de dire, est-ce qu'on peut un peu casser cette dichotomie entre un métier A et un métier B et aller au-delà de la simple idée de la motivation. C'est le caractère formateur du travail qui est en jeu ici. Je regardais quel point j'avais envie de vous poser après cette remarque sur la métacompétence. Un point qui est très intéressant que vous soulevez, c'est la question de l'incertitude de la réussite. Et vous dites que cette incertitude dans la réussite est un véritable carburant de l'innovation. Alors, je disais tout à l'heure que l'innovation, c'est un des leviers de développement économique des organisations. Dites-nous un peu plus sur l'idée que l'incertitude de la réussite est un carburant dans l'innovation. Bon, vous savez qu'il y a deux types d'innovations. Il y a des innovations qui sont incrémentales et des innovations qui sont radicales. Et il y a deux types de comportements en horizon incertain. L'exploration pour trouver du nouveau et l'exploitation pour précisément s'approprier et développer des résultats qui sont trouvés. L'innovation la plus radicale, qui est la plus valorisée, elle est couplée à l'exploration. C'est l'activité la plus incertaine et c'est la plus socialement, économiquement valorisée, mais aussi la plus rare et la plus risquée. Les autres combinaisons sont moins radicalement incertaines. Et donc, quand je dis innovation et je la couple à l'incertitude, c'est parce que si je savais d'avance ce que je vais trouver, évidemment, mon robot le ferait. D'ailleurs, ils vont le faire très vite, des tas de choses, n'inquiétez pas. Mais le nouveau véritable, il a une valeur d'émergence, évidemment. Il n'est pas simplement le produit d'une extrapolation. Même si on tourne autour du problème et on accumule des connaissances et on rumine, on fait des efforts répétés, mais il y a un moment où on saute, il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas simplement extrapolable. C'est ça l'idée. Et c'est ce qui rend la chose, c'est ce qui rend ce type de situation particulièrement non routinière et qui la distingue si fortement des activités routinières. Vous avez un programme qui est établi d'avance. Évidemment, tout le monde ne peut pas vivre en permanence dans la non-routine et donc il y a un jeu d'équilibre à trouver entre l'un et l'autre. Mais quand on va à la fine pointe de l'innovation, on est aussi à la fine pointe de l'incertitude avec ce qu'elle a de gratifiant. Je ne suis pas dans la routine et ce qu'elle a de prise de risque, c'est-à-dire que je peux éventuellement me planter complètement. Et là, il faut que j'ai d'autres qualités de résilience, persévérance, etc. pour y arriver. D'accord. Alors, quand on a dans l'entreprise des gens qui prennent des risques, qui montrent l'exemple, est-ce que c'est quelque chose qui est accumulable dans l'entreprise? C'est-à-dire un manager qui va être innovant, qui va avoir du talent, est-ce qu'il va pouvoir transmettre ce talent à son équipe ou aux gens avec qui il travaille? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est le but du manager. Il faut qu'il ait un talent managérial. Il y a toute une énorme littérature qui se dit mais qu'est-ce que c'est au fond que cette affaire-là? L'entrepreneur versus le manager. Il est évident que la combinaison des qualités qui sont recherchées, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est une affaire de dosage et de dimension. Vous ne pouvez pas être très bon sur une seule dimension et le reste, vous êtes hémiplégique, ça ne marchera pas. Donc c'est ça qu'on veut chercher. Et aujourd'hui, plus qu'avant, parce que les gens que vous avez devant vous, ils sont plus formés qu'avant, ils sont plus mobiles, ils ont leur tablette, ils savent accumuler de l'expérience, ils font des comparaisons avec d'autres situations. Bref, ils demandent un management un peu plus sophistiqué. Je veux juste rajouter un point sur la question de l'initiative dans les entreprises. Le talent, c'est une chose. Il y a cette question effectivement de l'initiative qui est à l'origine de la création de valeur dans l'entreprise. C'est-à-dire avoir du talent et avoir de l'initiative, c'est être capable de faire plus que ce que on m'a demandé de faire autre chose que ce qui était prévu de faire et qui apporte de la valeur dans mon travail et de la performance individuelle et collective. Une question encore que j'avais envie de partager, c'est vous parlez de l'aléa, l'aléa développeur de talent. Donc le dessin nous dit qu'il y a des hauts et des bas et que malgré tout, malgré ces hauts et ces bas, on progresse et in fine que de talent. Alors c'est quoi l'aléa dans la question du talent? Aujourd'hui, on travaille beaucoup par projet, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas tout.
J'ai l'habitude de donner un exemple simple, c'est quand vous êtes, mettons que vous êtes un très bon ou une très bonne comédienne et vous faites un film qui est un échec total, un four terrible. Évidemment, ça va retentir sur votre carrière. Or, vous avez de la valeur et vous vous êtes retrouvé dans quelque chose qui n'a plus de valeur. Et donc, il y a un côté pile ou face, évidemment, dans ce système de travail-là, dans des activités qui sont très incertaines. Mais l'autre chose à dire immédiatement après, c'est qu'à mesure qu'on avance, qu'on extrait des situations quelque chose, qu'on maximise le potentiel formateur de l'activité, à ce moment-là, on arrive à battre le hasard, parce qu'on va être beaucoup plus malin dans la sélection des projets et dans les arbitrages à faire, sans éliminer complètement le hasard, mais le talent d'un individu, d'une équipe, d'une certaine manière, c'est ce qui ne relève plus du pile ou face. Et ça se calcule. On le montre, je le montre dans le chapitre que vous évoquiez de mon livre. Pierre-Michel, merci bien. Merci beaucoup.